des valeurs sénégalaises profondément affectées selon lui. Sédhiou se prépare à abriter le Conseil des ministres décentralisé à quelques jours de la rencontre. Des membres de la société civile sédhiouise égrènent leur chapelet de doléances, des doléances qui ont pour nom achèvement des chantiers et employabilité chez les jeunes. Et puis au Nigeria, Bola Tinubu en tête des votes selon les résultats encore provisoires de l'élection présidentielle. Le candidat de l'APC est suivi par Atiku Abubakar du PDP. Peter Obi, quant à lui, du Parti travailliste, arrive en 3e position. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la Casamance, la disparition tragique des 2 officiers de l'armée sénégalaise, Fulbert Sambou et Didier Badji, fait réagir les habitants de leur commune. Une cérémonie traditionnelle dans le but d'en connaître les causes a été organisée à Nyomoun. À la suite de ce rituel, proches et voisins des disparus ont exigé aux autorités de faire jaillir toute la vérité autour de cette affaire. Prudence Diédhiou est porte-parole des populations de Nyomoun. Je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Ba et Lamine Mandjan. Présente déclaration de presse, nous manifestons notre ras-le-bol pour revivre et remémorer ces instants tragiques devant l'opinion nationale et internationale. Nous décrions l'attitude muette et inadmissible des autorités étatiques. Pour nous, Didier Badji et Fulbert Sambou n'étaient pas des personnes ordinaires. Ils étaient des citoyens qui ont dignement servi la nation sénégalaise jusqu'au moment où ils ont été portés disparus. Disparaître si promptement, sans inquiéter le commandement, le mutisme de celui-ci qui a attendu le communiqué du procureur général ordonnant les recherches de ces 2 vaillants soldats, nous a amené à penser que cette disparition relève d'une préméditation orchestrée par l'État. Ce faisant, nous exprimons hautement notre déception pour la brutalité inhumaine dont ils ont été victimes. Sont-ils réellement morts? Après tant d'années de loyaux et honorables services sous les drapeaux et par leur accession à leurs grades respectifs, ils ont été distinctement nommés inspecteurs des renseignements généraux. La mort non éclairée de ces 2 agents constitue à nos yeux une ingratitude de la part de la maréchaussée et de l'armée nationale. À vous, nos frères disparus, vous n'êtes sans doute plus parmi nous. Que vos âmes sentent combien nous sommes peinés et meurtris. Nous crions fort pour vous témoigner notre sympathie, notre fidélité et notre reconnaissance. Nous élevons nos voix ici aujourd'hui pour demander jusqu'à quand et pourquoi la justice doit continuer à ignorer les faits évoqués supra. Nous croyons que rien ne peut compenser la perte d'un tiers. Mais juste pour eux, le droit et une justice reconnue peuvent apaiser notre chagrin. L'actualité politique à présent avec Linguère, la coordination départementale de PASTEF a battu le pavé ce samedi. Elle exige entre autres la libération de Bounafal, professeur au lycée de Gassane, arrêté lors des manifestations de PASTEF organisées à Mbaké. Comme vous le voyez sur ces images, munis de pancartes, les participants à cette marche ont dit non à une 3e candidature du chef de l'État Macky Sall. Les détails, c'est avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. À Linguère, les opposants ont battu le pavé pour exiger la libération des détenus politiques, parmi lesquels Bouna Koné, professeur au lycée de Gassane, arrêté lors du meeting de PASTEF à Mbaké. Libérer les détenus politiques, les otages politiques, en particulier ici au département de Linguère, M. Koné, qui est un professeur au lycée de Gassane. La place de M. Koné, ce n'est pas la prison, c'est dans les classes. Ses élèves l'attendent. Il n'a qu'à libérer les professeurs et aussi M. Thomas Faye. Donc il y a assez d'enseignants et d'élèves dans les prisons. Selon le secrétaire à la communication de PASTEF, Macky Sall doit renoncer à une 3e candidature pour la stabilisation du pays. Il invite les chefs religieux de le faire revenir à la raison. Actuellement, le Sénégal court un gros risque
Si on n'y prenne pas garde, Macky Sall va mener ce pays définitivement vers le gouffre et il ne faut pas l'accepter. Nous invitons solennellement l'écrasante majorité de la justice, des forces de l'ordre et surtout de toutes les forces vives de la nation à prendre leurs responsabilités, à raisonner Macky Sall et sa clique, parce que c'est quelques personnes qui sont en train aujourd'hui de mener le bateau du Sénégal vers le chavirement. Et ça, nous ne saurons l'accepter. El Malick Ndiaye soutient mordicus qu'il vente ou qu'il pleuve, Ousmane Sonko sera le candidat de Pastef. Le président Ousmane Sonko participera à ces élections tant qu'il lui restera un souffle de vie. Parce que tout simplement, ce n'est pas avec ces dossiers bidons qu'ils vont entacher son casier ou qu'ils vont l'empêcher de déposer sa candidature. Ces élections-là, tous les Sénégalais qui remplissent les critères et qui veulent y participer, vont y participer, sauf Macky Sall qui a été écarté par la Constitution. À Linguère, la marche a été bien encadrée par la police, même si les organisateurs dénoncent la réponse tardive du préfet et les 60 minutes accordées qu'ils ont jugées trop insuffisantes pour tenir une manifestation publique. Le paysage politique s'agrandit avec Demain, c'est maintenant un mouvement citoyen porté par le journaliste et patron du groupe Immédiat, Mamadou Ibra Kane. Mamadou Ibra Kane et d'autres Sénégalais qui ont fait part de leur volonté d'apporter une touche patriotique à la réhabilitation des valeurs sénégales profondément affectées selon lui. Alors, question, Mamadou Ibra Kane est-il candidat aux prochaines élections présidentielles? Le concerné déclare que rien n'est exclu pour le moment et rien n'est exclu aussi pour construire ensemble le Sénégal. Mame Birame Diouf et Lamine Diagne ont assisté au lancement de ce mouvement citoyen. Reportage. Une synergie d'action de toutes les forces vives pour un Sénégal de paix et prospère. Demain, c'est maintenant apporte sa touche pour y arriver dans un esprit d'ouverture et démocratique. Il faut ouvrir le jeu politique. Il faut nourrir et entretenir le jeu démocratique. Il faut libérer les énergies positives et même les énergies négatives, le cas échéant. N'est-ce pas que les contraires s'attirent? En un mot, il faut faire revivre le génie sénégalais. Ce génie est en train de somnoler. Il faut le réveiller, car il sommeille en chacune et chacun de nous. Ce nouvel élan reconnu, la confiance placée en Mamadou Ibra Kane renouvelée. Vous faites partie de ceux qui doivent porter la voie pour tracer le chemin et non ceux qui n'en ont pas la légitimité. Que Dieu fasse que vous atteigniez vos objectifs. Des informations faisant état de sa candidature à la prochaine présidentielle, Mamadou Ibra Kane répond. Ma réponse elle est très simple. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Nous ne nous fixons aucune limite quand il s'agit de servir le Sénégal. Demain, c'est maintenant. Nous prenons le large avec la raison comme guide, dira le président du mouvement Mamadou Ndiaye, avec le soutien de tous. Et nous souhaitons un plein succès à notre doyen Mamadou Ibra Kane. La présidente du mouvement Oser l'avenir, Maître Aïssata Tall Sall, a présidé la cérémonie d'inauguration de son siège à Podor. À cette occasion, la chef de la diplomatie sénégalaise a condamné fermement les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes dernièrement à l'encontre des compatriotes africains. Maître Aïssata Tall Sall dit suivre de très près la situation des Sénégalais résidant dans ce pays. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Ousseynou Diop. Le siège du mouvement Oser l'avenir d'Aïssata Tall Sall a été inauguré ce samedi à Podor, une occasion saisie par le ministre des Affaires étrangères pour condamner fermement les déclarations choquantes faites par le président tunisien Kais Saïed. Nous avons été très peinés par ces propos que le président de Tunisie a tenus, mais nous avons été un peu plus rassurés quand nous l'avons entendu lui-même s'excuser et regretter la virulence des propos qu'il a tenus. Aïssata Tall Sall a aussi annoncé que l'État sénégalais a pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les Sénégalais qui vivent en Tunisie. Elle a promis que toutes les dispositions sont prises de concert avec les autorités sénégalaises qui sont dans ce pays africain. C'est de nous assurer de la protection et de la sauvegarde des intérêts
de nos compatriotes. L'Union africaine l'a fait en sortant un communiqué, en rappelant le gouvernement de Tunisie à ses responsabilités de protection de tous les citoyens, que ce soit des Tunisiens ou des citoyens ressortissants d'autres pays qui sont sur son territoire. Lors de cette rencontre, Aïssata Tall Sall a aussi rappelé son engagement à œuvrer auprès du chef de l'État pour sa réélection en 2024. Quand je suis avec le président Macky Sall, je suis avec lui jusqu'au bout. Et 2024, mon souhait, ma volonté, ma force de détermination, c'est qu'encore il réclame le suffrage des Sénégalais, que les Sénégalais l'élisent pour que nous continuions à être à la disposition des intérêts des Sénégalais. Le président du mouvement Oser l'avenir a galvanisé ses militants de tout le département de Podor, une rencontre qui a vu la participation de tous les responsables de son mouvement dans le Fouta. Parlons justement de la situation qui prévaut en Tunisie. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a publié un communiqué de presse. Le ministère dit suivre de très près la situation en Tunisie relative aux migrants d'origine subsaharienne. Le ministère rappelle à cet égard l'attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toutes circonstances. En conséquence, Madame l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie a été instruite de mettre en place une cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens. Les numéros verts suivants ont été mis en service à cet effet. L'ambassade reste également en contact avec les responsables des associations sénégalaises en Tunisie. Enfin, le ministère appelle les compatriotes établis dans ce pays au calme et à la sérénité. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Mouvement d'humeur à la société Dakar-Dem dit que les travailleurs ont tenu une assemblée générale à Pikine pour alerter les autorités sur la situation de la boîte. Face à la presse, ils ont évoqué des problèmes liés à des tensions de trésorerie, au recrutement des prestataires et à l'insuffisance des salaires. Je vous propose d'écouter tout de suite Marc Fodé, délégué du personnel. Il est avec Oumar Bokoum au micro d'Abdoulaye Anne. Nous demandons solennellement à un président Macky Sall d'augmenter significativement nos salaires. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk souffrent énormément de la conjoncture. Ils souffrent de la cherté de la vie. Les salaires n'arrivent plus à régler nos besoins les plus primaires. Compte tenu aussi de la situation actuelle de l'entreprise qui est en crise, nous n'avons pas de matériel, nous avons des problèmes de gestion, nous avons des tensions de trésorerie. Le conseil d'administration avait demandé même qu'on ne recrute plus le temps d'avoir de nouveaux bus. Le Premier ministre avait donné des instructions claires que Dakar ne recrute plus le temps qu'on puisse régler les difficultés financières et avoir de nouveaux véhicules. Mais pourquoi recourir à des contrats de prestataires pour recruter des clientèles politiques? C'est ça que nous disons non. Nous disons non aux prestataires. Non aux prestataires. Nous disons non au parachutage. Non au parachutage. À Diourbel, au camp de garde plus précisément, les populations continuent d'exiger du président de la République leur titre de propriété pour les maisons qu'elles occupent. À l'image des populations de Mbour 2 à Thiès, le ministre Dame Diop s'était engagé à intercéder en leur faveur auprès du chef de l'État pour permettre justement à ces familles de dormir tranquilles. Ces populations se sont exprimées au cours du lancement du mouvement Diourbel Debout pour une unité républicaine. Le point avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Les familles des anciens gardiens de la paix vivant dans le camp de garde de Diourbel ont désormais un allié de taille. Le ministre Dame Diop a décidé de porter le plaidoyer au président de la République pour qu'à l'image des habitants de Mbour 2, ces familles disposent de titres de propriété. Les populations de camp de garde auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République, comme il l'a fait pour d'autres populations, de le faire pour les populations de camp de garde, pour permettre à ceux qui restent aujourd'hui dans ces cas de pouvoir profiter de ces maisons. La décision a été rendue publique lors du lancement du mouvement Diourbel Debout pour une émergence républicaine. Aboubacar Sidibé en est le président. Ce mouvement a été créé vraiment pour porter les préoccupations de nos concitoyens, de nos compatriotes. Et nous ne serons pas seuls dans ce combat, car nous avons le ministre et coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, M. Dame Diop. Ce nouveau mouvement politique a décidé d'accompagner le ministre Dame Diop dans sa campagne de réélection du président Macky Sall en 2024.
Allez, destination Gouillard dans la région de Thiès, un village situé dans la commune de Mbayenne. Ce village centenaire souffre de manque d'infrastructures sur place, ni eau, ni électricité, encore moins de cases de santé. Les populations parcourent plus de 2 km pour se faire soigner. Fatiguées de subir ce calvaire, elles alertent dans ce reportage signé Charanta Diop et Saïla Tia. Situé à 2 km de la commune de Mbayenne, le village de Gouillard est plongé dans les ténèbres faute d'électricité, une situation déplorée par les populations de ce gros village. En plus, le village n'a ni eau, ni case de santé. Pape Malidian, leur porte-parole. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de case de santé ou bien poste de santé. Donc on a besoin vraiment d'un poste de santé digne de ce nom. Ici au niveau du village, on a besoin aussi des pistes, on a besoin de l'eau, on a besoin aussi de l'électrification. Donc tout ça sont des difficultés que nous rencontrons. Le porte-parole des populations plaide pour le désenclavement du village. Accéder au village relève d'un véritable parcours du combattant. La voie est très sablonneuse. On a besoin aussi des pistes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste, il n'y a rien du tout. Vous savez tout le monde que c'est un village qui polarise une 60aine de villages. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dépendants de Gouillard. Tous les villages environnants sont des disciples pratiquement de Cheikh Mayacine. Et que Gouillard a vu le stade et l'empereur qu'il a dans le mouridisme, je pense qu'il devait dépasser ça. Les habitants de Gouillard ont exprimé ces doléances à l'occasion du Gamou de Gouillard. Des milliers de pèlerins ont pris d'assaut ce village religieux qui est très enclavé. Allez, de l'eau, de l'électricité, des forages, des cases de santé également réclamées à Goudomp dans le Balantakunda. Les populations de Simbanding Balant ont fait une marche sur les 41 villages dont dispose la commune. 4 seulement sont électrifiés. Ces populations du Balantakunda réclament de l'électricité, la construction de salles de classe, mais aussi un forage, comme je l'ai dit tantôt. Denis Massali est porte-parole des populations de Simbanding Balant. Je vous propose de l'écouter au micro de Bakary Konté. Dans les 41 villages, 4 villages sont électrifiés. 2 sont entièrement, 2 sont en chantier. Même la capitale de la commune n'est pas entièrement électrifiée. Nous pensons que c'est le moment d'alerter et d'informer réellement les responsables de ce pays de ce qui se passe réellement dans la commune de Simbandi. Nous manquons de l'électricité, nous manquons de l'eau, nos CM sont en abri. Nous pensons que c'est le moment qu'on soit sénégalais comme les autres. Nous demandons à l'État d'envoyer une mission pour venir auditer les opérateurs qui opèrent chez nous, qui viennent au bout de quelques semaines et qui disparaissent, qu'on ne revoit plus. Il faudrait que ça cesse. La ligne électrique Simbandi-Kolan en passant par Assoumouli jusqu'à Pirigui, les travaux ont cessé il y a maintenant 2 ans. On ne sait pas ce qui se passe. Ça suffit, on ne peut pas accepter cela au moment où ils nous ont coupé des milliers et des milliers de pieds dans la carrière sur quoi nous comptons et on n'a pas de courant. Nous pensons que ce n'est pas possible. Quand il y a l'obscurité, mais c'est le meilleur moment pour les malfaiteurs de commettre leur forfait. Alors que nous sommes une commune frontalière à la Guinée-Bissau. Nous souffrons de tous ces maux, du vol de bétail de jour comme de nuit. Donc ça, vraiment, c'est l'insécurité et en plus du vol de bétail. Et nous restons dans la région de Sédhiou, puisque vous le savez, Sédhiou s'apprête à abriter le Conseil des ministres décentralisé. À quelques jours de la rencontre, la société civile sédhiouise réclame l'achèvement des chantiers inachevés, des travaux dont les entrepreneurs sont introuvables pour la plupart. Le collectif déplore le manque d'emploi chez les jeunes, certains diplômés étant obligés de se lancer dans la conduite des motos Jakarta. Nous restons avec Bakary Konté. Plusieurs chantiers sont toujours en arrêt de construction depuis des années dans la région de Sédhiou. Certains entrepreneurs ont même disparu dans la nature, une situation que déplore la société civile sédhiouise. Le gouvernement nous a promis la construction de 2 stades, un stade municipal et un stade régional, et aussi la construction d'un espace numérique ouvert qui devait vraiment pouvoir prendre en charge un certain nombre d'étudiants
pour qu'au moins leur étude au niveau supérieur puisse être vraiment une étude de qualité et équilibrée, surtout avec le monde du numérique concernant donc la vie d'aujourd'hui. Et aussi la construction de la case des tout-petits au niveau de Dembaya, qui est un quartier ici. Et là-bas, on a vu que les enfants souffrent parce que, bon, on ne peut pas être à une localité donc, de 3 ou 4 kilomètres. L'État du Sénégal reste et demeure le plus grand locataire dans la région de Sédhiou. Les infrastructures de base, les infrastructures les plus cadettes infrastructures qu'une région doit mériter, Sédhiou n'en a pas. Aujourd'hui, l'ANSD est en location, l'Agence nationale des statistiques démographiques. L'ARD, qui est l'Agence régionale de développement, aussi est en location. Et pour vous dire, le représentant du gouvernement du Sénégal, qui est la gouvernance, aujourd'hui est une administration qui est en location ici à Sédhiou. Donc aujourd'hui, pour vous dire, en résumé, le plus grand locataire à Sédhiou, c'est le gouvernement du Sénégal. À Sédhiou, les jeunes sont plongés dans un chômage chronique. Certains ont la licence, mais qui sont retournés ici à Sédhiou, qui sont devenus des conducteurs de Jakarta, conducteurs de moto. Qui est vraiment quelque chose à déplorer, et l'État doit vraiment trouver une solution idoine pour ces derniers. Les Sédhiouis réclament l'achèvement de tous ces chantiers inachevés, l'ENO, le stade municipal, le stade régional, le centre socio et culturel, le centre socio-éducatif, la case des tout-petits de Dembaya, l'inspection d'académie, le service régional des pêches, le quai de Goudomp, entre autres la deuxième phase de la boucle d'Iboudjé. Et puis, retour sur le premier conseil présidentiel décentralisé à Matam. Il y a un an, les acteurs au développement de la région ont évalué les engagements du chef de l'État pour Matam autour du gouverneur et des différents services techniques de l'administration. Ils ont dressé le bilan des travaux annoncés l'année dernière lors du séjour du président de la République et de son gouvernement. Cette rencontre fut également un exercice de reddition des comptes et de transparence. Le point, c'est avec Ali Bandalian. Plus d'une année après la tenue du premier conseil présidentiel décentralisé, les acteurs au développement de Matam évaluent les différentes actions entreprises jusque-là. De la tenue de cette conférence territoriale autour du gouverneur, il ressort que les recommandations du Conseil des ministres en 2013 ont été tous réalisées. Rappelons tout simplement qu'en 2013, les engagements se chiffraient à 126 milliards de francs CFA. Aujourd'hui qu'on a fait le point, on s'est rendu compte que pour ce qui est des réalisations à 100% finies, on en est à un montant de 217 milliards de francs CFA, donc largement au-dessus des engagements qui ont été pris en 2013. Rappelons également que le président de la République était là au mois de juin 2021. Et à l'occasion de son séjour, il a présidé ici le Conseil présidentiel de développement. Les engagements qu'il a pris au profit de la région de Matam se chiffre à 450 milliards. Il faut préciser qu'au sujet en fait des engagements qui ont été pris, il existe en fait 4 projets. Le premier, c'est l'université de Matam. Il faut dire que pour ce qui est de cette université, on en est donc à la phase administrative sur le choix du ou des sites devant abriter en fait les infrastructures. Le second projet a trait donc au bitumage de la piste du lendemain. On en est pour le moment à un taux d'exécution qui tourne entre 5 et 10%. Autre projet également, la construction du nouvel aéroport donc de Matam-Ourossogui. Et le dernier projet emblématique, c'est en fait la construction du nouvel hôpital régional de Matam. En perspective, le gouverneur de la région de Matam annonce un important projet de désenclavement qui devra soulager une grande partie de la zone sylvopastorale du Ferlo. Non seulement c'est un exercice d'évaluation de politique publique, mais également un exercice de reddition des comptes et de transparence, parce que l'ensemble des acteurs territoriaux ont été conviés. Et nous avons travaillé sur la base de chiffres qui sont vérifiables, qui montrent que véritablement beaucoup d'efforts ont été faits dans le sens du développement donc, de la région de Matam. Au cours de cette journée d'échange et de partage ayant impliqué l'ensemble des acteurs, le comportement des maires a été fortement décrié. Selon les interventions, des projets tels que la construction de brigades de gendarmerie, des casernes de sapeurs-pompiers restent toujours encore sous les tiroirs faute de délibération. Un comportement des maires beaucoup plus décrié par le fait qu'ils brillent toujours par leur absence lors des grands rendez-vous de la région. La
La Fédération des tailleurs du Sénégal, très remontée contre l'État face à la presse, elle dénonce un manque de considération et une mise à l'écart sur les marchés concernant les tenues scolaires. Le secrétaire général Massamba Silla espère que les autorités vont revoir leur posture lors de la deuxième phase de ce marché qui concerne la confection des uniformes scolaires. Je vous propose de l'écouter, il est au micro d'Al-Hassan et Amadouba. La Fédération des tailleurs du Sénégal, FTS, ne semble pas être en phase avec les autorités de ce pays sur la manière dont le marché des tenues scolaires a été octroyé. Elle s'injure contre leur mise à l'écart au profit de personnes politiques choisies. Se réclame comme la plus grande fédération des tailleurs du Sénégal. Elle demande plus de considération à l'égard des artisans de ce pays. Elle déplore l'absence de transparence dans le choix et demande aux autorités de cesser leurs critères sélectifs qui n'honorent pas. La Fédération des tailleurs du Sénégal n'apprécie guère la manière dont les choix et sélections ont été faits. Si l'on sait qu'il y a des personnes qui en ont bénéficié alors qu'ils ne sont pas des tailleurs. La Fédération constate également la mise à l'écart des artisans lors des foires et expositions à l'étranger au profit des commerçants. C'est pour cela qu'elle prône la réforme de la Chambre des métiers pour mieux représenter les artisans et leur faciliter l'accès à cet événement très important pour une ouverture sur le marché mondial. Allez, parlons du concours Yatal Mindo Al-Khoran, édition 2022-2023. 20 candidats ont atteint la phase finale sur un total de 680 participants. L'objectif de ce concours est la promotion de la calligraphie et la bonne mémorisation des enseignements coraniques au Sénégal et à Touba en particulier. Je propose d'écouter Mahmadan Dien. Il est membre du comité d'organisation. Ses propos sont recueillis par Pape Balagué et Talassam. On était là pour la finale, l'avant-dernière étape du concours. Donc il y avait 20 candidats qui ont sorti du demi-finale, qui devaient concourir. Il y avait 5 femmes. Donc ils ont bien concouru. Vous avez vu, ils avaient 3 heures pour faire les épreuves. Ils l'ont fait. Maintenant, ça reste aux membres du jury qui doivent. Au total, on a eu 681 candidats, dont les 260 sont sortis au niveau des régions du Sud, Matam, Kolda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor. Donc pour eux, on avait organisé un concours spécial pour eux, ce que l'on appelait le concours journal. Donc ils ont eu à faire leur concours le 10 décembre 2022. 3 personnes ont été primées là-bas. Le premier a eu 500 000 francs, le deuxième a eu 300 000 francs et le troisième a eu 200 000 francs. Maintenant, pour ce concours aussi, 3 personnes seront primées. Mais les 17 autres aussi, ils ne vont pas partir les mains vides. Chacun aura une enveloppe de 300 000 francs. Maintenant, pour le concours national qui aura lieu le 2 avril au Grand Théâtre, le premier aura 6 millions, le deuxième 5 500 000 et le troisième 5 millions. Avec la C3, il faut toujours s'attendre à des innovations. Déjà, le concours zonal, c'est une innovation. Parce qu'au début, c'était un seul concours national. Mais comme on a vu qu'il y avait beaucoup de participation au niveau de ces zones-là, et le niveau d'écriture n'était pas le même par rapport à ce qui se fait ici au Baol, donc on a estimé de devoir les séparer des autres. Allez, sport à présent avec le basketball et cette mauvaise nouvelle, l'équipe nationale de basketball masculin n'ira pas au mondial. Lors de la 6e fenêtre éliminatoire du mondial, le Sénégal s'est imposé devant le Cameroun lors de sa 3e et dernière sortie à Alexandrie en Égypte. Une victoire de 26 points de différence, 89-63. Une victoire toutefois insuffisante pour une qualification au mondial. Les équipes qualifiées sont l'Angola, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Soudan du Sud. Et puis hors de chez nous, je vous l'annonçais en titre, au Nigeria, les résultats des élections présidentielles et parlementaires commencent à tomber. Selon la BBC, eh bien, Bola Tinubu serait en tête des votes avec plus de 65% des voix. Le candidat de l'APC est suivi par Atiku Abubakar du PDP qui comptabilise plus de 20
29% des bulletins. Peter Obi du Parti travailliste arrive en 3e position avec 3% des électeurs. Les autres candidats se partagent les 1,77% restants. Et voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.